J'ai juste un petit jeu du coup à vous faire jouer. Vous pouvez juste le jouer en regardant le tableau derrière moi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un carré, d'accord? Où j'ai écrit dans chaque case un symbole. D'accord? Donc c'est des lettres et des nombres mélangés. Mais du coup c'est juste pour vous dire que si vous me dites je suis situé dans la position V, je sais du coup où vous êtes situé. D'accord? La position V, c'est une seule position. Hein. C'est du coup, visiblement, cette case-là. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est juste pour vous faire comprendre que j'ai besoin de ce petit schéma juste pour vous faire comprendre que chaque case est dénommée. Et donc, je connais tous les noms de tous les endroits qui sont à disposition. Voilà. Ok. Donc, justement, plaçons-nous ici. Donc, je suis dans la position V. Je veux exprimer, c'est ça le but du jeu, hein, des déplacements. Donc, je veux me déplacer de V à d'autres endroits. Ok? Et j'aimerais trouver un système de déplacement. Enfin, pas exactement un système de déplacement, mais je veux trouver un système pour indiquer tous mes déplacements. D'accord? Je suis certain que, vous l'aurez remarqué déjà, hein, ce petit carré, ça nous rappelle un petit peu, je pense, hein, notre adorable ami, c'est-à-dire le... Comment ça s'appelle ça? Un repère. Ok? Mais ici, je ne vais pas me servir du repère pour le moment. Juste, c'est pour vous rappeler que, en général, on a toujours deux directions quand on doit se repérer sur un espace plat, donc une surface plane. C'est la direction vers le haut et la direction vers donc la direction horizontale. Et donc, on peut aller droite-gauche et en haut et vers le bas. Du coup, si je veux dire que je veux me déplacer de V jusqu'à K, d'accord? Imaginons que ça, ce soit mon point d'arrivée. Je pars en V et j'arrive en K. Qu'est-ce que j'ai fait comme parcours? Exactement, je vois Mariam, tu fais exactement le bon chemin avec les doigts. En fait, j'ai fait un pas dans cette direction, d'accord? Et je suis passé, imaginons, à W. Et ensuite, je fais combien de pas vers le haut? Tout à fait. D'accord? Alors, je vais du coup dire que ces déplacements-là que je viens d'effectuer, donc, ce sera le déplacement que je vais appeler 1, 2. Écrit comme ça. D'accord? Et ce déplacement-là, il correspond à quoi? Il correspond à, en fait, le parcours de cette flèche. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Un autre exemple alors. Maintenant, nous sommes arrivés à K. Imaginons de faire le déplacement que je vais appeler -2, 1. -2, 1. Où est-ce que j'arrive? Faites-le dans votre tête. Faites-le dans votre tête. Ok? Vous l'avez? Moi, je vais compter jusqu'à 3. Vous dites la réponse que vous pensez. Juste tout le monde en même temps, comme ça j'entends si vous avez la bonne ou pas. Je vous rappelle, hein, je vous ai demandé de me faire de tête le déplacement -2, 1. Encore 2 secondes. Donc 3, 2, 1. Parfait. En effet, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai fait -2 dans cette direction. Du coup, parce que c'est la direction vers la gauche. 1, c'est vers le haut. Donc, je passe de K à C. D'accord? Et j'arrive précisément, du coup, ici. Ok. Encore un exemple. Hop. Ça, c'était la lettre I. Ok. Maintenant, je me trouve en C. Et je vais faire le déplacement. Donc, ça va être le déplacement rouge. Je vais faire le déplacement 0, -5. Où est-ce que j'arrive? Faites-le dans votre tête, s'il vous plaît. Juste dans votre tête. Ok. Vous me le dites en 3, 2, 1. Alors, si je me trouve en C et que du coup je fais 0 déplacement dans la direction horizontale, du coup ça veut dire que je ne bouge pas de cette colonne.
D'accord? Et ça veut dire que je descends de 5. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous avez bien vu, effectivement, j'arrive en 7. Ok? Oups, c'était un peu grand. Je vais plutôt faire ça. Je suis arrivé en 7. Alors, ce système de déplacement, ça m'a permis d'identifier des flèches qui nous permettent d'indiquer en fait ce mouvement. Vous voyez? Alors du coup, revenons un instant sur les flèches. Comment on appelle ce type de mouvement? En français, hein? Je vous parle vraiment, hein? Juste, imaginez que vous êtes sur un ice park. Vous savez ce que c'est? Ice park. Vous savez que c'est quand vous êtes... vous avez des patins à glace. Une patinoire. Voilà, une patinoire. Vous savez, c'est des choses faites comme ça. Vous voyez ce que c'est ou pas? Descente de qualité quand même. Donc, si vous êtes en train de glisser agréablement sur de la glace, ice park, hein, donc parc de glace, hein, c'est logique même en anglais. Bah, ce que vous faites en gros, c'est que si vous recevez une certaine poussée, vous allez tout simplement glisser, n'est-ce pas? Eh bien, comment on appelle en français cette action du coup de glisser sur une surface? Alors, se déplacer, c'est un peu plus, c'est très spécifique parce que je peux me déplacer, par exemple, en suivant n'importe quelle trajectoire. Par exemple, si je suis la flèche, cette flèche jaune toute tordue, je me déplace tout de même. Mais quand je me déplace de façon toute droite, comme si justement quelqu'un m'avait poussé, moi juste je glisse. Exactement. Mais par contre, j'aurais aimé que tu lèves la main. J'imagine que Mariam, tu avais la même réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle une translation. Et vraiment, je tiens à que vous gardiez en tête cette idée que la translation, ce n'est rien d'autre que une poussée. Parce que la chose importante de comprendre, c'est que si je me trouve ici dans mon skatepark et que je suis poussé suivant cette flèche, bah, j'arriverai dans cette position-là, d'accord? Mais si, à la place de me trouver ici, bah, imaginez, hein, je me prends, je me décale, je me mets là, et imaginez que je reçois exactement la même flèche comme poussée. D'accord? Imaginez-le pour un instant. Bah, ça veut dire qu'en fait, la flèche, elle est restée la même, mais moi, je vais me retrouver à la fin dans un différent endroit. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que cette translation et cette translation, bah, elles sont la même. C'est la même translation. Juste, moi, ça m'a décalé à deux endroits différents parce que j'étais parti à deux endroits différents de la piste de patinage. Ok? Par exemple, imaginez que je vous écrive le calcul suivant. Regardez. 7 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 10. Comment on fait pour simplifier ce calcul? Bah, on écrit. Vous voyez bien que 2 et 10, ce sont les exposants. Donc, je vais écrire 7. Et il y a une magnifique règle des puissances qui me dit que quand je suis en train de faire des multiplications, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire la somme des exposants. Donc, le nouvel exposant, c'est 2 plus 10. Et donc, ça fait 7 à la puissance 12. Vous voyez, on est passé de 2 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 10. Et on a obtenu 7 à la puissance 12. Donc, maintenant, je suis certain que vous pouvez me dire combien ça fait ça. Mais ne le faites pas, ne le dites pas. Écrivez-le. D'accord? Ok, donc, je passe à la correction maintenant. Je vais les faire dans l'ordre. Du coup, je commence par la première. Donc, c'est 10 à la puissance 11 fois 10 à la puissance 3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la puissance est toujours faite avec la même base. La base, c'est le 10. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle la base de la puissance. D'accord? La base. Et donc, 11, c'est l'exposant. Et pour la deuxième, 10, c'est la base. Et 3 est l'exposant. Donc, ce que je fais, c'est que je réécris la base. Et là, j'écris 11 plus 3. Ce qui fait 14. Donc ça, c'est égal à 10 à la puissance 14. Deuxième. Là, j'ai plusieurs choses. Hein. J'ai 4 fois 4, que pour le moment, je ne vais pas toucher. Ensuite, j'ai 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance moins 1.
Alors, la première chose à remarquer, c'est que là, j'ai la même base. Et là, j'ai deux puissances différentes. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je recopie le reste. Hein, c'est 4 fois 4. Et là, je vais écrire fois. Et du coup, 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance moins 1, ça fait 2 à la puissance 4 moins 1. Pourquoi? Parce que du coup, je suis en train de additionner les exposants. Et donc, 4 plus moins 1, ça fait 4 moins 1. Et donc, ça fait 4 fois 4 fois 4 moins 1. Du coup, ça fait 3. Donc, 2 à la puissance 3. Mais attention, je n'ai pas terminé. Alors déjà, là, je pourrais dire que ça fait 4 au carré parce que c'est 4 fois 4. C'est vrai ça. Mais vous voyez, quand je suis en train de travailler avec des puissances, un truc que j'ai intérêt à faire en fait, c'est d'essayer d'avoir la même base partout. Or ici, on a déjà la base égale à 2. À droite, 2 à la puissance 3, c'est base égale à 2. Mais 4, vous voyez, 4, ce n'est pas tout simplement égal à 4, mais je peux l'écrire comme un certain nombre élevé à une certaine puissance. Est-ce que vous le voyez? 4 est égal à quel nombre élevé à quelle puissance? C'est le carré de quoi? 2 au carré. Donc en fait, ça c'est égal à 2 au carré fois 2 au carré fois 2 à la puissance 3. Et du coup, je continue avec mon addition des exposants. Et donc ça fait 2 à la puissance 2 plus 2 plus 3. Et ça fait d'accord? Donc ça, c'est le résultat final. Est-ce que c'est clair? Attention du coup, ici, quelle a été l'astuce? L'astuce a été d'utiliser cette information. Mais pourquoi j'aurais pu y penser? J'aurais dû y penser parce que mon but ici, c'est de simplifier au maximum l'expression. Et donc, pour la simplifier au maximum, si je peux, j'écris toutes les puissances comme quelque chose avec la même base. Et la base commune ici que je peux trouver, c'est juste le nombre 2. Alors, avec la même logique, du coup, j'essaie de faire des simplifications avec la troisième expression, d'accord? Alors, la troisième expression, du coup, on le voit très clairement. Il y a à la fois D3, il y a à la fois D3, mais il y a également, donc 3 ici et 3 ici, mais il y a également D2. Donc, la première étape que je vous conseille de écrire, c'est tout simplement de faire 3 fois 3 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance moins 2. Pourquoi ça? Juste en fait, j'ai réordonné les termes que j'avais à disposition. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que comme ça, je vais mieux voir quels termes vont être multipliés de préférence, donc simplifiés avec les propriétés des puissances avec lesquelles. Les deux termes qui ont 3 comme base, du coup, ils vont devenir 3 à la puissance 1 plus 5. Oui, parce que je te rappelle que quand tu écris juste un nombre, il est sous-entendu que ce nombre-là, il est à la puissance 1. Quand tu écris, tu vois, Roberta, quand tu écris 2 fois 2, le résultat, tu sais que ça fait 2 au carré. Ça, c'est parce que là, tu as 1, là, tu as 1. Donc, tu fais la somme des deux exposants. 1 plus 1, 2. Et donc, ici, c'est 3 à la puissance, du coup, 1 plus 5, fois 2 à la puissance, du coup, j'ai 4 moins 2. Et ça fait, alors, 3 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 2. Et je m'arrête là. Parce que, du coup, ici, ni 3 ni 2 peuvent être exprimés comme base de 3 ou de 2, donc pour l'autre. Donc là, je dois m'arrêter ici. Donc ça, c'est le résultat final, ok? Voilà. Alors, je sais, c'est un nouvel échauffement, on n'a pas déjà fait des choses pareilles, mais voilà, il faut quand même avancer. Donc voilà, ça c'est les 3 solutions, je vous les assure, comme ça vous les voyez mieux, j'espère. Et vous pouvez comparer avec ce que vous avez fait. D'accord? Et maintenant, donc, je vous laisse terminer de copier. On va revenir à ce dont on avait commencé à parler tout à l'heure, donc les translations. Je reviens du coup à mon exemple du départ. Juste pour voir si vous vous en souvenez encore. Imaginons que j'ai envie de partir là où il y a X et je vais faire une translation. Maintenant, on va l'appeler avec son nom.
je veux bouger avec la translation suivante. Eh bien, elle va être moins 4, moins 2. Où est-ce que je vais terminer mon parcours? Ne dites rien, juste réfléchissez-y. On commence juste là où il y a la lettre X, ici. D'accord? Où est-ce que je vais me retrouver si je fais moins 4, moins 2? Faites-le, il est juste derrière moi, hein. Ne regardez pas moi. Si je commence un X et je fais la transition de moins 4, moins 2, où est-ce que j'arrive? 3, 2, 1. Tous d'accord? Non? Kauta? Ah, la correction des puissances. Ok, je t'écris juste ça, la transition, et puis je te remets. Alors, en effet, c'est bien ça le résultat, parce que du coup, je fais 1, 2, 3, 4 pas vers la gauche, c'est le moins 4. Et ensuite, je fais 2 pas vers le bas. Donc, je me retrouve effectivement à 6. J'espère que c'est clair pour tous. Ok? Très bien. Mais du coup, je te le remets dans un instant. Mais du coup, imaginons de faire la même translation, mais en commençant là où il y a la lettre K. Où est-ce que j'arrive? Un instant de réflexion. Donnez-moi la réponse dans 3, 2, 1. S. Donc, la chose que vous pouvez remarquer, c'est que cette flèche et cette flèche, elles sont pareilles en fait. Vous le voyez. Mais leur point de départ et leur point d'arrivée, eux, ils ne sont pas pareils. Une flèche, c'est la flèche qui fait KS, donc de K vers S, et l'autre, elle commence à X et elle arrive à 6. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est tout simplement que vous pouvez avoir la même translation, mais vous pouvez avoir un point de départ et un point d'arrivée différents d'une fois à l'autre. D'accord, Miguel? Mais la translation, elle est la même. Vous le voyez, la flèche, elle est pareille. Et une autre petite remarque que vous pouvez faire, c'est que, regardez un peu ce que j'ai dessiné. Imaginez de joindre les bouts. C'est-à-dire de faire ça. Alors, les deux flèches sont parallèles. C'est logique, en fait. C'est la même flèche, juste un peu décalée. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle cette figure géométrique? Non? Comment tu sais que les angles sont de 90 degrés? Moi, je sais pas ça. Qui l'a dit? J'ai pas vu. Dan, super. Ça, c'est un parallélogramme. Et le parallélogramme va beaucoup nous aider. Vraiment, par la suite. D'accord? Donc, je vous remercie de l'avoir dit. C'est le chapitre 4 alors. Donc, vous marquez translation et vecteur. Ou si vous préférez, vecteur et translation. Et pour commencer, on va définir en français, qu'est-ce qu'une translation? Alors ici, vous avez la définition. Et donc là, ça va être un tout petit peu long, mais je vous demande de bien vouloir la recopier. D'accord? Alors, du coup, moi aussi, je vais reproduire le dessin que je vous ai tracé au tableau, comme ça, tout le monde l'a. On l'a tous pareil. Je prends ma règle. Je la déplace un peu. Voilà. J'ai fait un joli repère. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. N'oubliez pas de mettre les flèches à chaque fois. Ok? Et ne vous inquiétez pas de faire exactement pareil que moi, d'accord? L'important, c'est que vous ayez les mêmes éléments. Par exemple, ici, du coup, moi, je commence avec un petit vecteur, d'accord? Qui sera le vecteur AB. Donc, c'est une translation, encore une fois, qui est modélisée par ce vecteur. Donc, voilà, je me mets comme ça. Je prends à peu près cette direction. Je trace mon petit vecteur. Le voilà. Je fais sa petite flèche.
Et donc, ce vecteur-là, pour me rappeler de quelle est son identité, ce sera pour moi le vecteur A, B, d'accord? Et j'indique cela avec la notation AB. Donc, avec une petite flèche qui se trouve au-dessus pour me rappeler que ça, c'est un vecteur. OK? Donc, maintenant, imaginez toujours l'exemple de la patinoire. Vous êtes situé ici. Là où il y a le point M. Ça, c'est votre position. Comment on réalise une translation dans le plan? Eh bien, pour réaliser une translation dans le plan, il suffit de suivre les instructions que je suis en train de vous donner juste à côté. Là où c'est marqué définition. D'accord? Donc, on va le faire pas à pas parce que c'est votre première fois et du coup, je vais vous le montrer très attentivement. Donc, on va commencer par le fait que si je réalise une translation, il faut que j'ai déjà l'identité de la translation. D'accord? Il faut qu'on me dise d'où je pars et d'où j'arrive. Donc, la translation qu'on m'a donnée, c'est la translation AB. C'est celle-là, la bleu clair. Très bien. Ensuite, je dois avoir un point de départ. Sinon, je ne peux pas commencer mon mouvement. Et mon point de départ, c'est le point M. Ici, c'est donné. D'accord? Troisième étape, c'est l'étape cruciale. Il faut que je trace un nouveau point qui s'appellera N. C'est ce point-là, là. Tel que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous montre ce que cela veut dire. Ce que vous allez faire avec votre règle est de prendre la règle. Regardez, je le fais avec vous. Je la mets juste à côté du vecteur AB, donc de cette translation. D'accord? Je le mets de sorte à que ce soit parallèle, la règle. D'accord? Et ensuite, j'essaie de bouger la règle de façon à le garder toujours avec la même direction. Et je le mets juste à côté du M. Ensuite, je prends du coup mon stylo ou votre crayon. Et vous tracez une ligne. Peu importe la longueur. D'accord? Cette ligne du coup sera, vous l'avez construit comme ça, parallèle à la translation AB. Mais alors, moi qu'est-ce que je sais? Regardez. Maintenant, je prends la règle et je l'utilise pour mesurer le vecteur AB. Regardez. Je lis du coup avec... Ça, c'est ma règle à moi. Vous avez la vôtre. Chacun le fait à sa manière. Il n'y a pas de problème. Si je mesure du coup mon vecteur, regardez, j'ai combien de centimètres de longueur? J'essaie de le faire précisément. Moi, j'en compte. 1 ici. 2. 3. 4,2. Donc, je prends cette mesure et je la refais juste ici. Donc, je sais que maintenant, cette translation-là doit faire la même longueur. D'accord? J'ai un peu zoomé pour vous montrer exactement la mesure. Et donc, je fais 4,2. 1, 2, 3, 4,2. Donc, je m'arrête là où j'ai mis le petit point rouge. Je retire ma règle pour un instant. Je serre et du coup, je sais que mon vecteur doit s'arrêter ici. D'accord? Donc, tout le reste, je peux tranquillement l'effacer. Voilà. J'efface. Voilà. OK? Vous voyez, j'ai fait la même chose que vous devez faire. Pareil. Et donc, maintenant que j'ai situé la flèche, je peux nommer le point que j'ai trouvé juste ici. Eh bien, ce sera le point N. Ça, c'est, du coup, le transformé, entre guillemets. Et pour être précis, on appelle ça le translaté. D'accord? C'est donc celui qui a subi la translation ou celui qui a été transformé, celui qui a subi la transformation. Donc, on l'appelle aussi le translaté. D'accord? C'est donc N. N est le transformé ou le translaté de M par le vecteur AB. Ou si vous préférez, par la translation AB. D'accord? Et comment je sais que c'est effectivement ça? Qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'ici? En fait, du coup, vous l'avez vu, j'ai pris la même direction. Donc, j'ai translaté petit à petit ma règle. J'ai tracé donc un vecteur parallèle. J'ai mesuré pour que les deux vecteurs aient la même longueur. J'ai mis la flèche du bon côté.
j'ai trouvé le point. Et en fait, globalement, si je regarde maintenant ma figure, imaginez de joindre tous les bouts de cette figure. Qu'est-ce que j'obtiens? Pardon, je prends une autre couleur. Je prends une règle. Toujours. Regardez qu'est-ce qui se passe. Si jamais je me mets à joindre tous les points. Alors, tu ne peux pas être sûr que la longueur jaune soit la même que la longueur des flèches bleu clair. Donc en fait, on ne peut pas exactement affirmer que c'est un losange, même si cela en a l'air. Et donc ça, ce sera toujours un parallélogramme. D'accord? Et c'est ce qui était marqué juste à côté. Donc, quand c'est marqué là où il y a le point 3, je trace le point N tel que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme. D'accord? Le quadrilatère, maintenant, j'espère que vous le voyez, hein. C'est celui que je suis en train de vous colorer, hein. Je vous l'assure un peu. C'est ce quadrilatère-là dont on parle. Donc, ABNM. Eh bien, ce quadrilatère-là, c'est effectivement un parallélogramme. Maintenant, je vais juste vous l'effacer, parce que sinon, ça va juste un peu polluer la situation, sinon vous n'allez rien comprendre. Mais voilà, c'est comme ça que, géométriquement, on fait une translation. D'accord? Alors, ce procédé-là est très important. Donc, je vous remets bien la définition pour que vous ayez vraiment toute cette construction. Et la chose intéressante, du coup, c'est que AB, on a commencé, on l'avait juste ici, hein, c'était celui-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour déplacer le point M? Eh bien, en fait, on l'a copié de quelque façon. On l'a collé là où il y avait le point M et on a créé un nouveau point qui s'appelle N. Et donc, on a trouvé la nouvelle position. Donc, on a effectué cette translation. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Ok? Il y a tout est écrit, hein, ce qu'il faut faire. Donc, je vous laisse le faire maintenant. Ok, la plupart doivent avoir terminé. Je vois que vous baillez, donc je pense que c'est le cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Première chose, hein, j'essaie de représenter cette translation AB. D'accord? Alors, pour représenter la translation AB, bah, je prends ma règle. Tac. J'ai joint les deux points. Tac. J'essaie de faire un truc précis, voilà. Et donc, je trace un petit vecteur. Ça va représenter donc ma translation. D'accord? Donc, je fais la flèche, tac, c'est fait. Ok? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Deuxième question. Tracer le translaté du point C. C, c'est celui-là, visiblement, hein, c'est celui-ci. Par rapport à la translation AB. Bon. Donc, ça veut dire que je dois translater ce point-là, ce point C. Alors, la règle est toujours la même. Je me mets sur le point C. Vous avez vu, hein, j'ai pris la règle, j'ai gardé la même direction, la même position, et tac, très doucement, je la glisse jusqu'à arriver à C. D'accord? Je me mets ici. Et je trace. Je vous ai dit, hein, vous tracez la longueur que vous voulez. Ensuite, pour être sûr que ce soit exactement le même vecteur, on va mesurer le premier. Et je vois clairement que ça fait 1, 2... 3,15 moi je dirais. C'est entre 3,1 et 3,2, donc 3,15. Ok, je le mets ici et je mesure la même longueur. 1, 2, 3,15, donc ça va être juste là. D'accord? Je fais un petit trait. Ça va être donc ici. Ok? Et du coup, j'efface le reste. Tac, tac, tac. Voilà, effacé. Super. Ok? Alors, pour être sûr que vous avez vraiment bien fait votre travail, du coup, hein, sachez, hein, il faudrait effectivement se recaler comme ça et compléter le parallélogramme. J'espère que vous le voyez maintenant. Et pourquoi on a besoin du parallélogramme? Bah, c'est très simple. Imaginez qu'on s'est trompé. Imaginez que quand on a glissé la règle, on a fait une petite erreur. Imaginez qu'à la place d'avoir glissé comme ça, j'ai glissé et à la fin j'arrive comme ça. Vous voyez, si je me trompe, même de très peu, hein, ici le dessin serait faux parce que à la place de tracer le bon vecteur, la bonne direction, je vais tracer cette direction-là. Ce qui est visiblement faux. Mais comment j'aurais fait pour m'en apercevoir? Eh bien, une fois que vous tracez les deux lignes jaunes,
les deux segments jaunes qui servent à, eux, compléter votre parallélogramme, si vous voulez être sûr que c'est un parallélogramme, eh ben, il suffit de mesurer les côtés. Donc, regardez, maintenant, je mesure les côtés, hein, les côtés jaunes, bien entendu, hein. Combien ils vont? Quelle est leur valeur? Combien ils valent, pardon? Ça, c'est 1, 2, 3, 4, oui, 4,9 à peu près. Et l'autre, regardez, ça doit faire la même chose. Et en effet, j'ai 1, 2, 3, 4,9. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'effectivement, c'est un parallélogramme parce que j'ai la même longueur sur les deux côtés noirs et les deux côtés jaunes. Si c'est un parallélogramme, vous êtes sûr à 100% que votre vecteur est bien réussi. Mais il y a une autre astuce et je suis certain que une bonne partie d'entre vous l'ont déjà utilisé. Imaginez que, moi je sais, hein, je suis pas très précis avec la règle, tout ça. Comment je peux être sûr d'avoir fait un bon dessin? Eh bien, je pense que vous l'avez remarqué, hein, on travaille dans un quadrillage, n'est-ce pas? Si vous travaillez dans un quadrillage, eh bien, vous avez le droit de exploiter le quadrillage. Et si vous exploitez ici le quadrillage, vous remarquez que ce vecteur-là, le vecteur AB, hein, la translation AB, elle est faite de, en fait, un pas vers la droite, et ici, un pas vers le haut, un pas vers le haut. Et du coup, vous faites tout simplement la même chose ici. C'est-à-dire, un pas vers la droite, un pas vers la droite, un pas vers la droite, et après, un pas vers le haut, un pas vers le haut. Regardez, pareil. Là, j'ai fait la même chose. Et ça, c'est, bon, vous allez dire, c'est un peu triché. Oui, mais ça marche, en fait. Je veux dire, ça atteint le bon résultat. Et dans ce chapitre, on va utiliser beaucoup la règle pour justement essayer de faire des bonnes translations très précises. Donc, vous commencez par les exercices 11, 12, ensuite il y a 13, 14, etc. D'accord? Ça, c'est page 299. 299. 11, 12 et ensuite 13, 14, etc. D'accord? Juste pour qu'on soit clair, du coup, hein, juste le 11 question A, il veut l'image de B. B, on part ici. Mais si on part de quelque part, il nous faut la translation. C'est quelle translation? Eh bien, on veut l'image de B par la translation qui associe AG, F. Donc, c'est la translation GF. Ça, c'est GF. Donc, quand j'applique ça à B, ça va me faire ça. Et donc, l'image de B par cette translation, c'est le point C. Pour la deuxième, vous l'avez faite? Ok. D, et la translation, c'est la translation MK. Donc, la réponse, c'est B. D'accord? Juste pour vous donner la solution. Et du coup, pour la prochaine fois, vous me faites juste l'exercice 12. D'accord? Et bien entendu, le contrôle de 30 minutes pour le demi-groupe P2, du coup, c'est pas vous, hein. Et ça, ce sera du coup le mardi 17 novembre.